Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi avec des débats, des analyses, des expertises et vos rubriques habituelles évidemment. Ça se passe de plus en plus sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn. Les entrepreneurs connaissent parfaitement ce réseau social. On aura un cours dans quelques instants, grandeur nature avec Jean-Paul Mollet. Il est l'un des influenceurs de Smart Job. La pause café chaque jeudi, dorénavant on retrouvera Fanny Griesmer et son incontournable pause café. Puis dans le cercle RH, notre débat, c'est le sujet d'actualité qui agite les entrepreneurs. Le télétravail, stop ou encore, on en parlera avec nos invités. Est-ce que ce télétravail, s'il perdure évidemment, remet en question le code du travail? C'est une question qu'on posera à un avocat qui sera notre invité. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, la crise Covid a boosté les nouvelles pratiques, notamment celle de créer des salons non plus en présentiel, mais en virtuel. On fera le point avec le CEO de C-Cube. Voilà le programme tout de suite. C'est bien dans son job. Bien dans son job et bien dans ses réseaux sociaux. Alors, on va en parler avec Jean-Pascal Mollet. Bonjour Jean-Pascal, vous êtes coach de vente conseil. Je disais en lancement tout à l'heure, faites partie de ces influenceurs de Smart Job. Vous allez venir régulièrement sur nos antennes. Alors, coach de vente, c'était de la formation pour des vendeurs, des commerciaux, bien entendu. Et puis, vous êtes fait une spécialité sur le réseau LinkedIn. Vous avez vu, j'ai fait quelques progrès depuis notre dernière rencontre. D'abord, juste un mot avant de commencer à analyser très précisément ce que vous faites. Parce que je crois que vous allez décortiquer mon réseau, voilà, donc vous n'allez pas être déçus évidemment. Mon profil, c'est quoi? C'est d'une puissance commerciale incroyable, LinkedIn? Oui, alors, effectivement, pour quelqu'un qui fait de la formation de commerciaux, LinkedIn est incontournable, c'est-à-dire que c'est un outil. Avant, on avait les fax, on avait les téléx, on a eu les mails, et puis aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Et en B2B, s'il y en a un qui est indispensable, c'est bien LinkedIn. Donc ça doit faire partie de la boîte à outils du commercial aujourd'hui, et forcément aussi de la personne qui veut se faire recruter. Alors vous avez choisi mon profil. Alors, bon, évidemment, ce n'est pas le hasard puisqu'on est ensemble. Et vous allez nous donner, je l'évoquais, un peu un cours. Parce que moi, je suis un véritable béotien. C'est vrai que ce réseau pour les journalistes mainstream n'est pas beaucoup utilisé, ou peu, énormément utilisé par les entrepreneurs. On commence par quoi? On commence par le début, par la première chose que l'on peut voir sur un profil. Alors, ce que je rappellerai quand même, c'est qu'en France, il y a 22 millions de profils. Donc sur une population active de 28 à 29 millions, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont leur profil. Alors, il peut y avoir des doublons, mais c'est 10 millions d'utilisateurs uniques par mois. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a quand même un gros trafic. Il y a 860 000 entreprises qui sont présentes sur LinkedIn. Donc c'est évidemment incontournable. C'est la carte de visite du commercial. C'est-à-dire que moi, quand je vais voir un client, je vais aller voir la fiche LinkedIn. Mais il faut se dire aussi que mon client ou mon prospect, avant de me rencontrer, la plupart du temps, il va déjà voir mon identité numérique qui est sur LinkedIn. Et il le voit, il voit qu'on est allé voir. Évidemment, on peut aller voir. C'est ça le jeu quand même. On peut y aller en cachet, il y a des fonctions qui permettent de on commence à rentrer dans le dur. confidentialiser ce qu'on fait. D'accord. On peut y aller sans dire qu'on est allé. D'accord. Mais évidemment, sinon on voit qui a visité son profil. Alors, vous êtes allé visiter le mien, évidemment. Évidemment. Vous l'avez expertisé. Vous n'avez pas passé non plus quelques heures, parce qu'il n'a pas grand-chose. Plusieurs journées. Plusieurs journées, je vous sens très fatigué. Évidemment. Qu'est-ce qu'on peut en dire déjà de cette première homepage? Alors, la première chose que l'on voit, c'est ce qu'on appelle le bandeau, la bannière, en langage LinkedIn. Donc, on voit que vous faites partie d'une équipe. Pour moi, s'il y avait quelque chose à améliorer, c'est peut-être rajouter la marque, rajouter les domaines d'intervention ou d'Arnaud ou de la chaîne Bismart sur ce bandeau qui est la partie la plus visible et la plus visuelle. D'accord. D'accord. Je peux l'écrire, il y a de la place. Là, je pose des questions vraiment naïves. Alors là, je pense qu'il y a un service marketing chez Bismart qui peut s'occuper de ça. D'accord. En revanche, pour tout à chacun, il y a un site qui s'appelle Canva, canva.com, qui est en partie gratuit et en partie payant, mais sur lequel on peut faire sa propre bannière en rajoutant ses visuels, etc. D'accord. Et donc, ça peut se faire, chacun peut le faire déjà au format, parce que c'est un format particulier. Donc, ce qui permet effectivement d'identifier plus précisément la fonction de la personne, en l'occurrence là, Smart Job, emploi, RH, mais pour un commercial, il peut rajouter évidemment des éléments. Le domaine d'activité et ses spécialités. On remonte, on descend. Alors ensuite, la deuxième information qu'on a, c'est votre photo. Oui. Donc si on reste sur la photo de profil. Très belle photo d'ailleurs, il faut le dire. Très belle photo. Ce qui est bien, c'est que c'est une photo professionnelle, une photo qui est en action. On comprend tout de suite ce que vous faites.
Voilà, en plus on a un gros plan, Ouais. on a des livres de vente, donc on sait que vous lisez. hein, Voilà, donc, exactement ça. C'est quand même une information intéressante. Ouais, je le confirme absolument. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont tendance des fois à mettre leur photo de mariage parce qu'ils avaient un beau costume. Oui, ça existe. Hein, ça existe. Ils se disent, voilà, c'est une belle photo. Non, évidemment, photo professionnelle, plutôt assez neutre. Aujourd'hui, avec un smartphone, on arrive à se faire des belles photos sur un fond blanc. Donc voilà, mais quelque chose évidemment avec le sourire. Enfin, et vous avez le sourire. Jean-Pascal, vous nous confirmez que se mettre dans le contexte de sa vie professionnelle, c'est pas inintéressant non plus. Alors, quand on peut, enfin, je veux ouais, dire. alors je dis oui et non, parce qu'il y a quand même des commerciaux qui prennent des photos d'eux au volant de leur voiture. Ouais. Bon, Non, ça marche pas. Ça, voilà, c'est ça. Ok, oui, parce que c'est assez logique. Je suis en voiture. Et je suis un commercial. Je suis un commercial. Ok. Bon, c'est pas Donc l'idée. quelque chose de neutre. Voilà, en tout cas. quelque chose de neutre et de Ok. professionnel avec le sourire, bien évidemment. Plutôt assez proche du visage, hein, qu'on ne soit pas à 10 km, qu'on puisse. Avec la identifier. montagne autour. Ok. Bon. Ok. Troisième information, c'est votre nom. Ensuite, c'est en dessous, là, il est écrit présentateur chez Bismart. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le titre de profil. Donc, là aussi, on peut aller plus loin parce que présentateur chez Bismart, ça veut dire quoi ? Et il est bien d'avoir une petite phrase qui va expliquer quel est votre métier. Moi, si vous allez sur mon profil, c'est écrit magicien, je fais apparaître les clients et disparaître les objections. Moi, j'aime bien cette phrase, ouais. Voilà. Et ensuite, après, je mets les mots-clés parce que si quelqu'un recherche un formateur ou un coach en vente, il faut que dans le moteur de recherche, il puisse me retrouver. Donc, vous, effectivement, présentateur. Est-ce que quelqu'un qui voudra peut-être faire appel à vous pour une convention, je suppose que c'est partie aussi de vos activités, est-ce qu'il va chercher un présentateur, est-ce qu'il va chercher un journaliste, est-ce qu'il va chercher... Bon, donc c'est intéressant de peut-être d'aller plus loin dans les mots-clés, hein, parce qu'on a de la place pour écrire des choses. D'accord. Et puis une petite phrase qui va expliquer votre façon de voir les choses ou ce que vous amenez et dans votre métier, dans votre activité chez Bismart. Excusez-moi, encore une fois, de poser des questions naïves, mais il y a un onglet réglage où on peut rentrer dans le cœur. On est d'accord, hein, ça se passe comme ça. Non, mais oui, je vois faire des yeux. Vous non, mais c'est bien. Vous m'apprenez à marcher, hein, Jean-Pascal. Donc, globalement, vous juste dites... qu'il disait, il vaut mieux poser une question et paraître bête 2 secondes plutôt que de le rester toute sa vie. C'est vrai. Non, donc effectivement, je suis resté bête que 2 Donc, secondes. il vaut mieux la poser. En tout cas, il faut augmenter et mettre le plus d'informations possible pour définir le poste, pour le dire C'est ça, simplement. expliquer la plus-value. Et sa plus-value, éventuellement, votre petite phrase est assez humoristique. Voilà, elle donne comme ça un peu de sel à la page. C'est ça. What else? Donc ça, évidemment, quand vous êtes sur votre profil, vous avez ce fameux onglet qui permet de rentrer dans les préférences. Et là, on rentre dans les préférences. Dans les réglages. Et les réglages. Et on fait ce qu'on veut. OK. Donc si on descend sur ce profil, on arrive à la partie information. Donc, il y a une partie aussi qui est très visible. Donc là, on voit journaliste, présentateur de l'émission Smart Job tous les jours en direct de 10h à 11h. D'accord. Smart, auteur, écrivain, etc. Bon, alors il y a tout compte fait assez peu d'informations, mais même le peu d'informations qu'il y a, je dirais qu'il y a peut-être quelque chose à faire sur la mise en page. Parce que là, moi, quand je lis ça, en fait, je ne sais pas quel est le titre de votre livre, ou de vos livres. Est-ce que c'est Président, la nuit vient de tomber, et si le parrain était une femme. Alors, bon, voilà. Donc, Je ne sais pas qui a fait ça, mais quelqu'un l'a fait. Peut-être moi. Sûrement. Donc vous dites du gras, on souligne, on peut Alors, mettre du un gras, peu de on mise peut en pas. page. Du gras, on peut pas. On Voilà. peut rajouter des petits emojis, des petites flèches, etc. Et on peut mettre à la ligne, éventuellement, on a de la Évidemment. place pour pouvoir... Largement. D'accord. Et Évidemment. en volume de texte, on peut aller jusqu'où dans Info? Alors, j'ai pas le nombre de caractères, mais moi, je sais que j'ai un petit pavé comme ça. Il faut pas trop en mettre non plus. D'accord. Parce qu'il faut que ce soit facile et synthétique. Et si je suis commercial, il faut que ce soit orienté bénéfice client. Si je veux me faire recruter, bah, c'est quoi mes forces et qu'est-ce que je peux amener à une entreprise. Il nous reste 2 minutes, Jean-Pascal. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre en termes de conseils? Et encore une fois, pour permettre à ceux qui nous regardent de l'améliorer, leur page. Alors après, dans expérience, on peut aussi rajouter des éléments. On peut rajouter des éléments visuels. Par exemple, là, sur Bismart, vous pourriez mettre 1 ou 2 reportages ou 1 ou 2 interviews, qui serait quelque chose qui serait Donc je peux visuel. réinsérer de la vidéo. Voilà, c'est Ok. ça, en tous les cas un lien. Et puis sur la partie qui est un peu plus haut, en fait, là elle n'est pas présente sur votre profil, il y a une partie qui s'appelle sélection de contenu, qu'il faut rajouter, mais qui fait vraiment apparaître des gros pavés où ça peut être des extraits vidéo, ça peut être des plaquettes, ça peut être des photos, qui sont très très visibles sur le profil que vous n'avez pas vous. Et dès qu'on ouvre la page, hop, ça Ça apparaît. apparaît dessus et ça apparaît au-dessus de l'activité. Et ce qui permet d'aller cliquer directement sur un média. Un média pour Et une d'avoir intervention. Je ne sais pas si un commercial fait une intervention C'est ça. ou un petit propos. Ou le site internet de l'entreprise, Ou le site de sa boîte, effectivement. Donc là, on clique dessus, on se dit, ah, tiens, il travaille là. Ok, d'accord. évidemment. D'accord. Ok, donc on peut encore améliorer. Donc il y a quand même beaucoup de choses à améliorer, on peut dire. Oui, mais bon, c'est un outil qui est tout compte fait assez complexe parce qu'il y a aussi un moteur de recherche. Après, c'est comment on publie, qu'est-ce qu'on publie. Enfin, c'est presque un vrai métier en tous les cas. Et c'est votre métier d'ailleurs. Ça fait partie d'une des branches de mon métier, oui. Et on termine quoi? On peut mettre les hobbies avant de nous quitter? Est-ce qu'on peut rajouter des choses qui sont un peu des soft skills? Oui, alors quand on descend, effectivement, quand on regarde ici, il y a automatiquement, LinkedIn va vous affecter des compétences en fonction de ce que vous avez rentré. Et vous pouvez aussi vous en rentrer. Et là, les gens vont aller cliquer pour confirmer que vous avez cette compétence-là.
Et moi, ce que je conseille aussi, ce qu'il n'y a pas sur ce Je profil. suis jamais allé aussi loin sur mon profil. Hein. Là, on est en bas. Là, on est vraiment. Là, je suis arrivé en bas, j'avais jamais vu. Donc, on peut aussi demander des recommandations. Vous, c'est peut-être moins intéressant, mais pour un commercial, des recommandations de clients qui vont s'afficher tout en bas. Oui, qui permettent de dire ce produit Ou cette personne. Ou cette personne. Elle est formidable, elle est géniale et faites appel à elle. Donc, il faut avoir quelques copains qui remplissent les fiches, quoi. Non, mais ça peut être sérieux. Avec des vrais clients, ça marche aussi. Hein. Jean-Pascal, merci. Donc, avec plaisir. Dès que l'émission est terminée, je vais dans réglages, préférences et je passe une partie de ma soirée. On passera un peu de temps à améliorer. Effectivement, j'ai peut-être besoin d'être un peu pris en main, en effet. Avec merci d'être venu nous rendre visite. C'est toujours un énorme plaisir. Vous reviendrez quand vous le souhaitez, peut-être pour même poursuivre finalement ce travail d'approfondissement de LinkedIn. Merci et à très très bientôt. La suite de notre émission, c'est la pause café avec Fanny Griesmer, évidemment. La pause café, chaque jeudi, avec Fanny Griesmer. Je suis très heureux de vous retrouver, Fanny. Je suis très heureuse également. On va parler aujourd'hui d'un sujet sur la parentalité. Hein, c'est ça, il y a ceux qui ont un petit peu détourné. Un peu détourné. Il y a ceux qui ont des enfants. Et ceux qui n'en ont pas. Et ceux qui n'en ont pas. Et ils ne vivent pas la même vie. Pas vraiment, effectivement. C'est vrai que la crise sanitaire a mis un véritable coup de projecteur sur les difficultés que peuvent rencontrer certains, voire tous les parents en entreprise pour concilier, d'une part, leur vie professionnelle, d'autre part, leur vie personnelle et familiale. C'est vrai que longtemps, la parentalité n'a pas été vraiment considérée au sein des organisations. Alors ça change, mais aujourd'hui, il y a d'autres voix qui s'élèvent, celles des salariés qui n'ont pas d'enfants, des salariés qui s'estiment parfois lésés, la cible d'un certain nombre de préjugés, et cela concerne directement leur flexibilité et leur disponibilité. Alors, salarié-parent, ça peut être aussi un parcours du combattant. Enfin, c'est pas blanc, c'est pas noir. C'est même souvent très compliqué, oui. C'est une réalité. Personne n'imagine qu'être salarié et parent s'apparente à une véritable promenade de santé, non. Les premiers concernés sont d'ailleurs là pour en témoigner. Selon une analyse de l'enquête emploi menée par l'INSEE en 2018, 61% des parents salariés disaient éprouver des difficultés à concilier travail et responsabilité familiale. Un chiffre qui grimpait à 73% chez les cadres, notamment en raison des horaires de travail assez denses. Mais quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, ce chiffre restait de toute façon supérieur à 50%. Donc tous dans le même bateau, j'ai envie de vous dire. Et on peut imaginer que la crise sanitaire a exacerbé finalement cette problématique. Ah oui, celle de la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. Les différents temps de vie, en quelque sorte, un équilibre difficile à trouver, un véritable défi pour de nombreux salariés, et en particulier pour ceux qui sont à la tête d'une famille. Ces derniers mois, ils se sont retrouvés sur tous les fronts. On s'en souvient, il y a eu les différents confinements, les couvre-feux, la fermeture des écoles, le télétravail, et puis il a fallu forcément à un moment composer avec le travail d'une part, donc à la maison, l'école à la maison, ou la garde d'enfants d'ailleurs, en même temps. Très compliqué. Alors de nombreux employeurs se sont montrés souvent plus souples vis-à-vis de ses parents salariés, une souplesse d'ailleurs qui a été à l'époque encouragée par le gouvernement, si bien que les salariés sans enfants ont pu avoir le sentiment d'être lésés, de devoir faire des sacrifices qu'on ne demandait pas forcément aux parents salariés, des sacrifices pas toujours justifiés selon eux, les salariés sans enfants. C'est ça le débat. Effectivement, il y a aussi ceux qui sont sans enfants et qui ont leurs problèmes aussi. Vous êtes célibataire, sans enfants. Pour un peu que vous soyez depuis très peu de temps dans l'entreprise, vous cochez quasiment toutes les cases, tous les critères, ou presque, pour être davantage sollicité par vos supérieurs. Il n'a pas d'enfant. Plus tard aussi. Oui, vous n'avez pas d'enfant, vous êtes plus disponible, vous n'avez pas forcément ces contraintes. L'idée est vraiment tellement répandu que certains d'entre eux, les salariés non parents, ont la fâcheuse impression finalement que leur vie personnelle est mise entre parenthèses. Parce qu'effectivement, on va avoir tendance à leur asséner ces petites phrases, et ça revient très régulièrement, du type tu n'as pas de contraintes, tu es plus disponible, ou encore le télétravail pour toi c'est facile. Effectivement, quand vous n'avez pas un enfant à côté de vous qu'il faut en même temps, dont il faut s'occuper, ça paraît plus simple. Et pourtant, on a parlé beaucoup d'isolement, de solitude, bruit. bien sûr. C'est très compliqué pour tous. Traduction avec ces petites phrases, vous êtes censé accepter tout ce que l'on vous demande, en particulier les réunions tardives ou les urgences, le week-end, toutes les joies de ce type et que personne ne souhaite avoir à s'occuper.
Et puis il y a l'épineuse question, il faut en parler, des vacances. Oui, bah oui. C'est celle qui m'a inspiré. Dernier servi. Cette chronique quelque part. Hein. C'est vrai que la question se pose assez peu finalement dans les entreprises qui ne ferment pas pendant la période estivale. Oui. Voilà. Pour assurer la continuité dans certains services. Normalement, vous ne partez pas tous au même moment. Et finalement, la pause de congé peut se finir à la foire à l'empoigne dans certains cas. Il est un fait dans l'ordre des départs en vacances, les célibataires sans enfants sont le plus souvent défavorisés au profit de ceux qui en ont. D'abord, qui dit parents dit priorité sur les vacances scolaires, ça semble assez évident. Alors c'est vrai qu'on voit assez rarement les salariés sortir les gants de boxe pour gagner un 15 août, mais la question se pose surtout sur les fêtes de fin d'année que tout le monde souhaite fêter en famille généralement, ou les ponts du mois de mai. Et là, ça peut être source d'affrontement. Alors, c'est pas pour vous challenger, mais l'avantage des célibataires, c'est qu'ils prennent leurs vacances en décalé et que les tarifs sont moins chers. Et voilà, c'est pour ça que je vous dis je m'autorise à le dire. Finalement, on se bat assez rarement pour un 15 août. Parce qu'effectivement, si vous voulez engager votre PEL dans votre séjour estival, voilà. Sauf si vous voulez partir avec des amis qui ont, eux, des enfants. Voilà, je savais que vous alliez forcément me répondre sur ce sujet. Concrètement, Fanny, juridiquement, qu'est-ce que dit le Code du travail ? Alors, j'ai envie de dire pas grand-chose. En fait, il n'y a pas un cadre strict défini légalement. Il incombe aux responsables de service de régler les éventuels différends, tant est qu'il y en ait. Dans les usages, c'est souvent les parents et les plus anciens d'abord, donc famille et ancienneté, qui importe. Mais il existe une autre règle, celle du premier arrivé, premier servi. Les salariés vraiment lésés sont au final ceux qui n'arrivent tout simplement pas à prévoir à l'avance. Et la situation familiale ou l'ancienneté, dans ce cas-là, n'apparaît pas alors comme un passe-droit. Alors, quand même, il faut préciser que tous les parents qui ont des enfants, les salariés qui ont des enfants, ne sont pas tous logés non plus. Parce que là, je ne veux dire que les entreprises étaient très souples, que la parentalité, c'était une joie en entreprise. Non, en fait, il y a une différence fondamentale. On en parle souvent d'ailleurs sur ce plateau, inégalité femmes-hommes, et ça se retrouve entre les mères de famille et les pères de famille. Des mères qui sont particulièrement touchées par la charge mentale, le niveau de pression professionnelle ressenti par les femmes qui sont largement supérieurs à celui de leurs homologues masculins. Elles sont davantage sollicitées par leurs enfants, notamment pendant le télétravail. Elles ont dû redoubler d'efforts pour assumer leurs responsabilités professionnelles et familiales, et cela pèse sur leur carrière. Elles sont considérées généralement comme moins mobiles, moins disponibles, moins flexibles, et elles peinent au final à gravir les échelons. Selon une étude de l'INSEE basée sur des données de 2017, étude publiée en 2020, les mères de famille ont 60% moins de chances que les pères d'accéder aux 1% des postes les mieux rémunérés, car les préjugés, les clichés persistent. Et typiquement, les employeurs ont tendance à considérer qu'un père de famille, c'est quelqu'un de très stable. On peut lui faire confiance. Comme il a énormément de choses à faire, il va avoir tendance à être très organisé. Quand une mère de famille, on va considérer qu'elle va avoir tendance à se disperser, elles seront moins disponibles, elles travaillent moins et sont plus facilement distraites. Merci. Fanny, un dernier mot ? Non, tout simplement. Pour conclure. C'est un vrai challenge pour les entreprises de réussir à contenter tous les collaborateurs. L'idée, c'est de réussir à trouver la bonne formule pour ne pas désavantager les uns pour contenter les autres, mais de contenter absolument tout le monde. Et peut-être tout simplement en finir avec la règle des réunions tardives, des urgences le week-end, réussir à respecter les temps de vie de chacun. Puis cette règle finalement du premier venu, premier servi, c'est peut-être celle-ci la bonne en fait. Les premiers venus et dernier arrivé. Et dernier servi, c'est comme à la cantine. Sinon on fait des roulements. D'ailleurs, c'est intéressant votre chronique parce qu'elle va faire écho à la question du télétravail, parce qu'elle pose toutes ces questions évidemment. Et on va en parler dans notre débat. Merci Fanny, en tout cas, de nous avoir éclairé sur cette question de sociologie, parce qu'il n'y a pas le droit n'intervient pas sur cette question. Donc c'est au gré et au bon vouloir des DRH et de leur souplesse. On va s'intéresser dans notre débat dans quelques instants après cette pause au télétravail. C'est le sujet d'actualité de la rentrée. On est un peu au milieu du gué parce que la ministre a dérégulé le nombre de jours. L'entreprise fait ce qu'elle veut. Elle peut faire revenir ou pas ses salariés. Pendant ce temps-là, les salariés sont plutôt satisfaits du télétravail. Comment faire ? Est-ce que cela remet en question le Code du travail ? Est-ce que c'est la fin des 35 heures ? Puisque c'est une autre manière de travailler. On va tenter de répondre à toutes ces questions juste après cette pause.
Le Cercle RH, notre débat quotidien pour parler d'un sujet dont on a beaucoup parlé, mais en cette rentrée, il est évidemment au cœur de l'actualité, c'est le télétravail. Stop ou encore ce télétravail. La ministre Elisabeth Borne, sous pression d'organisation, la NDRH, a dérégulé, a dit on va laisser aux entreprises le soin de donner le nombre de jours de télétravail. Il n'y aura plus d'obligations et des jours obligatoires, ce qui change un peu tout, parce que certains salariés ont dû revenir au bureau en traînant un peu des pieds, alors qu'ils avaient été plutôt, disent les sondages, plutôt satisfaits de ce télétravail. Et puis, on évoquera dans notre débat des sujets de droit du travail, parce qu'il faut quand même se poser des questions. Est-ce que ce télétravail, qui risque de durer au-delà du Covid, qui semble s'être installé, est en train de déréguler aussi le Code du travail? Est-ce que c'est la fin des 35 heures, puisqu'on a entendu le ministre Bruno Le Maire à la REF, à l'hippodrome de Longchamp, dire qu'il fallait travailler plus, que c'était peut-être la faute des 35 heures. On travaille différemment et on va en parler avec mes invités. Marc-Henri Bernard, merci d'avoir répondu à notre invitation. DRH de Rémy Cointreau. Alors Rémy Cointreau, évidemment, comme son nom l'indique, c'est une marque de spiritueux. Vous n'avez pas que Rémy Cointreau, vous avez une liste assez longue de spiritueux, des whisky notamment et d'autres marques. Vous êtes le DRH aux 3 prénoms, c'est comme ça qu'on vous définit dans les articles. Et puis par ailleurs, pour donner cette information, et elle est importante, vous avez été un professionnel de handball, professionnel de hand, jouant en équipe de France. Ça a peut-être aussi donné un autre regard à la manière dont vous abordez les choses, le travail d'équipe, parce qu'au hand, il faut travailler la main dans la main. Merci d'être avec nous, c'est un vrai plaisir. Patricia Wendling, ravie de vous retrouver. Vous êtes DRH vous êtes DRH chez Human Factor et auteur de Télétravail, mode d'emploi. Ce livre, vous l'avez d'ailleurs présenté sur le plateau il y a quelques mois. Vous avez une posture assez, pas critique, mais voilà, vous n'êtes pas enflammé autour du télétravail, et on écoutera vos arguments dans quelques instants. Et puis c'est intéressant, en parlant de droit, eh bien de se tourner vers le droit. Maître Thierry Meillat, bonjour. Maître, vous êtes déjà venu sur notre plateau à de nombreuses reprises, associé au cabinet Hogan Lovelsa. On va parler droit, parce que c'est vrai que certains patrons doivent venir vous voir en disant mais comment je fais avec des salariés qui bossent la nuit, qui dérégulent, qui me rendent le boulot, mais je ne sais pas trop comment on fait. Et puis on parlera de Citrix qui a sorti une étude, puisque Google a proposé pour les télétravailleurs, je ne sais pas si vous avez vu cette étude, de baisser leur salaire, parce qu'après tout c'est un deal, vous êtes chez vous, les conditions sont différentes, mais on va baisser un peu le salaire. Marc-Henri Bernard, chez Rémy Cointreau, vous en êtes le DRH. Ça se passe comment cette rentrée depuis que la ministre vous a dit, vous, DRH et au COMEX, faites ce que vous voulez dans l'entreprise, ramenez les petits poussins au bureau ou autorisez-les à travailler. Comment ça se passe chez vous ? Alors en fait, pour l'instant, on n'a pas changé notre mode de fonctionnement de notre organisation, parce qu'on était toujours sur un rythme de 3 jours de présentiel et 2 jours de télétravail, depuis le protocole qui préconisait de rester en télétravail autant que possible, on va dire. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une transition assez douce, finalement, puisqu'on a déjà élaboré les règles de l'après-Covid en termes de télétravail. Vous avez signé un accord ? On n'a pas signé d'accord. En fait, on avait déjà une charte qu'on a modifiée, qu'on a enrichie à la suite du premier confinement. C'est-à-dire qu'on a tiré les enseignements du premier confinement pour essayer de réfléchir à l'après-Covid. Bien entendu, à l'époque, on ne savait pas que ça allait durer aussi longtemps, donc on pensait qu'on pourrait les mettre en application plus rapidement. Et donc, ce moment est en train d'arriver, puisque, en fait, les règles qui ont été définies consistent à faire 3 jours de présentiel et 2 jours de télétravail, c'est-à-dire, en fait, exactement la même configuration que celle d'aujourd'hui. C'est ça. Donc, en fait, il ne va rien se passer, c'est-à-dire que certains vont revenir... Pas de rupture. Certains vont revenir à 5 jours sur 5 pour ceux qui veulent venir au bureau, ou éventuellement faire 2 jours de télétravail. Donc finalement, c'est une transition douce. Pas pour tous les métiers. Pas pour tous les métiers, bien sûr. Il faut en parler. Enfin, je veux dire, j'imagine qu'on parle de gens qui sont au marketing, à la communication, enfin, les commerciaux peut-être éventuellement, mais il y a quand même des gens qui sont obligés de produire. Bien sûr. Ceux-là, ils sont malheureusement, entre guillemets, obligés de rester sur le site, comme ils le sont déjà aujourd'hui. Donc ils sont appelés à rester sur les sites industriels pour vaquer à leurs occupations. Donc là, évidemment, on parle des populations qui sont télétravaillables, c'est-à-dire, si j'ai les bons chiffres en tête, mais vous me corrigerez, je crois que 43% des postes en France, en fait, sont télétravaillables, donc forcément le reste ne l'est pas. Là, on a une photographie d'une entreprise qui finalement nous dit ça n'a rien changé puisqu'on va prolonger ce qui avait déjà été mis en place. Il n'y aura pas de rupture. Quel est le regard que vous portez à la question qu'on pose aujourd'hui, c'est-à-dire stop ou encore ? Est-ce qu'on est dans cette problématique-là ? Est-ce que les chefs d'entreprise, parce que vous les accompagnez, vous les conseillez d'une certaine manière, est-ce qu'il y a un moment de doute comme ça, on est un peu au milieu du gué, quoi. On a fait du télétravail, mais on entend quand même des patrons de PME qui disent il faut quand même qu'ils reviennent, je veux les voir. Il y a comme ça une petite angoisse un peu existentielle là. Elle existe. Hein. Avant ça, je vais souligner que la démarche chez Cointreau, celle dont nous parlait Marc-Henri Bernard, elle est simplement exemplaire.
vraiment exemplaire. Je sais, ça, c'est le DRH. je sais que quand je vous le dis, mais c'est réel. Elle est exemplaire. Avant la crise sanitaire, ils n'ont pas attendu déjà pour être dans ce mouvement-là. Donc, c'était déjà un pas. Le second pas qui a été fait, et ça devrait servir de leçon aux autres DRH et aux directions générales, c'est le retour d'expérience. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et fort de cela, on dessine ce que sera demain. C'est tout simplement exemplaire. Beaucoup ne sont pas dans cette démarche. Beaucoup sont un peu au milieu du guet. Quand on dit stop ou encore, un peu, hein. ils ont plutôt envie de dire stop. Et moi, je leur dis stop et encore. Stop au télétravail en mode dégradé, stop au télétravail sans confiance, parce que c'est le pilier du travail, que l'on soit dans les locaux de l'entreprise ou en dehors. Stop au télétravail qui n'accepte pas que nos salariés soient autonomes et déploient, montrent tout leur potentiel. Mais encore un télétravail qui a été pensé, qui a été co-construit, et c'est bien ce que vous avez fait, qui forme les gens, qui accompagne, parce qu'on voit que c'est un plus pour la qualité de vie et que l'entreprise aussi y est gagnante. La productivité individuelle est bien là. Demain, c'est un vrai facteur de fidélisation de nos collaborateurs, d'attractivité. Il faudra le mettre dans la ligne recrutement. Voilà, donc stop. Et encore, et lui encore, il faut le dessiner ensemble. Thierry Meillat, l'avocat, il y a eu un débat sur la productivité et toutes les études, on peut les accumuler, on les a eues sur ce plateau, la NDRH notamment, qui régulièrement faisait les études, disait, nous, les remontées des 5000 entreprises, globalement, la productivité est là, les salariés ont fait le boulot, peut-être même mieux encore. Tout à fait. Et d'ailleurs, oui, les remontées, c'est que notamment en termes de temps de travail, puisque vous en parliez, de facto, en fait, vous vous êtes retrouvé avec des salariés qui ont travaillé plus, en fait, quand ils étaient en télétravail. Alors, il faut savoir que c'est pas la fin des 35 heures, en tout cas pas légalement, même si c'est un point tout à fait pertinent, c'est que ça a quand même un impact. Les populations qui télétravaillent ou télétravaillables sont en grande partie, pas exclusivement, mais en grande partie, ce qu'on appelle des cadres au forfait. C'est-à-dire pour qui le décompte de leur temps de travail ne se fait pas en heures, donc pas à 35 heures, mais en jours dans l'année. Mais attention, il y a des garde-fous, et ces garde-fous doivent être respectés, notamment dans les chartes ou les accords de mise en place du télétravail. Dans le cadre d'ailleurs des accords de qualité de vie au travail, parce que comme disait Madame, c'est l'autre point essentiel, c'est bien que sûr. Télétravail doit rimer avec la qualité de vie au travail, et notamment les chartes ou les accords doivent prévoir des plages horaires pendant lesquelles le salarié peut être contacté, sauf exception, mais en tout cas, normalement, c'est dans toute bonne charte. Il doit prévenir son entreprise, par exemple, parce qu'il va chercher sa fille à l'école à 17h30, et que sur ce point-là, il doit quand même prévenir qu'entre 17h30 et 18h, il ne sera pas là. Enfin, oui. Alors, et normalement, ça se passe d'ailleurs de façon tout à fait correcte dans la plupart des entreprises que je connais. Effectivement, ça se met en place avec le manager éventuellement. C'est pas non plus quelque chose de très bureaucratique. Mais vous sentez bien quand même, et je vais donner la parole évidemment au DRH de Rémy Cointreau, mais vous sentez bien quand même cette espèce de tiraillement de deux vecteurs qui s'opposent. D'un côté, des salariés qui ont plutôt, dans leur majorité, été satisfaits de ce mode de vie, et des entreprises qui sont un peu hésitantes. Vous le ressentez, ça? Alors, on le ressent, mais moi, ce que je constate aussi, c'est qu'il y a quand même eu un changement de paradigme avec les confinements, puisque moi, la plupart de mes clients n'étaient pas du tout dans la citation de Rémy Cointreau. Il n'y avait pas de télétravail, ou très peu, et de toute façon, les gens n'osaient pas en profiter, donc c'était comme s'il n'existait pas, même lorsqu'il était là. Là, maintenant, on se dirige plutôt vers quelque chose qui serait de l'ordre de 2 jours par semaine télétravaillés, avec un jour flottant, comme on dit, c'est-à-dire plutôt laisser à la disposition du salarié, bon, avec des garde-fous, évidemment. Il y a des employeurs, en fait, effectivement, ils veulent qu'il y ait quand même un peu plus de présence. Ils voudraient éviter aussi le phénomène où il n'y a personne le vendredi et le lundi, par exemple. C'est déjà le cas avant le Covid. Voilà, et en fait, on sent que ça est un sujet d'inquiétude. Mais c'est en train de se mettre en place, pas trop mal, en tout cas, dans ce que je vois, moi, dans les entreprises. Donc, je vous repose la question, Marc-Henri Bernard. Exemplarité, voilà, vous avez été félicité par Patricia Wendling, mais vous, le DRH, comment on fait pour tenir ces équipes, pour continuer finalement à tenir au bout de sa ligne numérique les salariés, parce que ça vous demande un boulot différent? On travaille différemment quand on est DRH avec des salariés un peu atomisés comme ça? Alors c'est vrai, mais bon, d'abord on s'adapte à la situation et on a eu 1 an et demi malheureusement pour le faire. Deuxième point, c'est qu'on a essayé d'accompagner les managers au travers de formations justement sur comment manager à distance et comment prendre soin des collaborateurs pour repérer les signaux faibles. Vous en avez eu? De difficultés. On a eu quelques cas, effectivement, de personnes qui étaient isolées, qui vraiment étaient en limite, qui peinaient.
Je pense notamment à des jeunes qui étaient en colocation dans des surfaces très petites sur Paris, par exemple, qui étaient vraiment en grande difficulté, qui n'avaient qu'une envie, en fait, c'était de revenir au bureau. Donc c'était les jeunes voulaient revenir au bureau. C'est vrai. C'était une libération. Et juste pour revenir sur les règles 3 jours, 2 jours, en fait, pourquoi 3 jours, 2 jours? On aurait pu faire 2 jours, 3 jours. En fait, on a fait le pari de 3 jours de présentiel et 2 jours de télétravail, parce qu'on considère que le centre de gravité doit quand même rester l'entreprise et qu'il faut que les gens puissent se retrouver. Alors après, la grande difficulté, et c'est ça l'enjeu en fait des prochains mois, c'est qu'est-ce qui fera que les collaborateurs auront envie de revenir 3 jours par semaine, parce qu'on a aussi des collaborateurs, alors pas tellement chez Rémy Cointreau, mais on sait qu'il y en a dans pas mal d'entreprises, de personnes qui disent, moi ça fait 1 an et demi que je travaille de Bordeaux alors que je suis basé à Paris, ça se passe très bien, mon manager est content, la performance est là, et donc pourquoi est-ce que j'aurais besoin de revenir plusieurs jours par semaine? Prenons au dépourvu le DRH parfois, découvrant que le salarié était parti à Nantes ou à Bordeaux en disant écoutez, je suis parti, et vous vous êtes retrouvé, je ne sais pas si vous avez vécu cette scène, mais on a eu la présidente de la NDRH qui nous disait mais j'ai des DRH qui m'ont appelé totalement sidérés, ils avaient quitté le salarié vivant en Ile-de-France et ils le retrouvent à Bordeaux. Oui, à vous de vous débrouiller. Vous avez vécu ces... On n'a pas eu ces situations où on a découvert, parce qu'on savait que les gens partaient. Mais ça partait quand même. Ça partait, effectivement. Il y en a qui sont partis pendant quelques mois à l'extérieur de Paris. Et bon, finalement, ils sont revenus parce qu'il y avait aussi cette attractivité à retrouver du lien social, à retrouver l'entreprise, à retrouver le projet commun. Donc voilà. Mais en tout cas, dans les règles de demain, c'est vraiment 3 jours pour être avec un centre de gravité dans l'entreprise. Mais est-ce que c'est, j'aimerais qu'on réfléchisse à cette question, est-ce que c'est la fin de la vie au bureau? Parce que quand on parle à des salariés, je ne parle pas forcément aux DRH qui viennent au bureau, sont là pour organiser, mais les salariés disent, moi, les open space, le bruit, finalement l'ambiance qu'a faite, j'arrive pas à me concentrer. Il y a une étude de la CGT là, qui est sortie sur le télétravail, qui est assez contrastée d'ailleurs, puisqu'ils sont à la fois critiques tout en expliquant que les salariés interrogés sont contents. Ils disent, nous, le bureau, l'ambiance du bureau, c'est bruyant, il y a des tensions, il y a des moments où je peux pas produire comme je le veux, et finalement chez moi, ou en tiers-lieu, parce qu'il y a aussi les tiers-lieux, je travaille mieux. Est-ce que c'est une réalité, ça? C'est une réalité, mais ce n'est pas une généralité. Donc c'est pas la fin du bureau? Non, le bureau n'est pas mort. C'est un peu comme il y a quelques années. C'est ça. On pensait que nos cathédrales étaient... Non, ce n'est pas la fin du bureau. Ce qu'il faudrait qu'on comprenne, et je pense qu'on va dans ce sens-là, c'est qu'il n'y a plus un lieu de travail, mais des lieux de travail. C'est ça. Et ce lieu, on a une fragmentation de l'espace. Ça peut être à son domicile, mais on sait aussi qu'il y a des inconvénients. Ça peut être dans les locaux de l'entreprise, ça peut être des espaces de coworking. C'est tout cela qu'il nous faut penser. On vit une petite révolution quand même, si je peux me permettre. L'entreprise d'il y a 20 ans, si on avait imaginé faire ce débat aujourd'hui, c'est-à-dire avoir des lieux tiers grâce au numérique, avoir un salarié en visio. Même 3 ans. Je dis 20 ans, même 3 ans. Que dit le Code du travail? Parce que la ministre, il y a eu régulièrement des textes émanant du gouvernement fixant les règles sanitaires, obligeant l'entreprise. Là, il y a une dérégulation. Sur le temps de travail, excusez-moi, j'en fais un peu ma marotte, mais comment on fait là? En cas de litige, est-ce qu'un DRH, un employeur peut dire mais il n'a pas fait ses 35 heures? Comment il vérifie? Comment on fait là, concrètement? Excusez-moi. On vérifie de toute façon ce que je vous disais dans les accords et dans les chartes. On va mettre en place des systèmes de plage horaire qui vont permettre de contrôler avec des systèmes autodéclaratifs. Donc ça vaut ce que ça vaut. Mais j'aurais tendance à dire pour les salariés en forfait jour, c'est déjà aujourd'hui pas. C'est vrai. Pour les c'était pas aussi simple que ça non plus. Mais surtout pour moi, le débat est moins celui du contrôle du temps de travail qui reste encore quelque chose. On s'est habitué avec le temps. C'est celui du lieu de travail parce qu'on ne sait plus très bien ce que c'est le lieu de travail. Exact. Et juridiquement, parce qu'il y a plein de choses. Par exemple, on vous dit le temps de trajet selon que c'est pour aller sur votre lieu de travail. Exactement. Ou entre 2 points alors que vous avez commencé votre journée de travail, ça se calcule différemment et ça a des conséquences différentes, notamment en matière d'heures supplémentaires. Et d'accidentologie. Et d'accidentologie. Et là, c'est quand est-ce qu'on est sur son lieu de travail, quand est-ce qu'on n'est plus, quand est-ce qu'on change. Et là, je pense que là, on va vers des évolutions importantes qui vont, comme souvent, commencer sur le terrain, puis vont passer par la jurisprudence et vont finir dans le Code du travail. Bon, à mon avis. Mais je pense que plus que le temps, parce que le temps, c'est le lieu, même si je pense qu'in fine, on est en train de, comme vous dites, il y aura plusieurs types de temps de travail, il y aura plusieurs types de lieux de travail, on fragmente beaucoup. Mais excusez-moi, je donne la parole à Patricia Wendling, mais j'imagine que vous avez sondé un peu les cœurs chez Rémy Cointreau pour savoir les remontées, vous l'évoquiez tout à l'heure. Qu'est-ce que vous ont dit les salariés qui, depuis 1 an et demi, ont vécu des situations difficiles, un peu dégradées, puis qui finalement, qu'à un cas, s'y sont habitués? Qu'est-ce qu'ils ont fait remonter? Alors en fait, ce qu'ils ont fait remonter, c'est notamment ces fameuses règles, les nouvelles règles, 3 jours de présentiel
présentiel et 2 jours de Ça, télétravail. ils y tenaient, c'était ça. Au travers d'un groupe de travail composé de collaborateurs multisites qui étaient tous sur des postes de télétravail, enfin de télétravaillables, on va dire. Et ensuite, on a fait une autre étude, puisqu'en fait, on va déménager le siège social. Et on voulait connaître en fait les usages futurs du télétravail et de ses règles. Et quand on a fait le sondage, en fait, 2 tiers des collaborateurs, je parle de Paris, donc on est 150 à peu près, 2 tiers des collaborateurs nous ont dit, moi je vais faire 2 jours de télétravail, c'est sûr. 20% nous ont dit, je vais faire 1 journée de télétravail par semaine, c'est sûr. Et à peu près 12 ou 13% nous ont dit, je ferai du télétravail de temps en temps. Donc en fait, c'est massif, c'est vraiment massif. Ce qui fait que vous organisez. Exactement. Et donc du coup, les nouveaux locaux, en fait, on les pense en fonction de ces nouveaux usages. Donc on va passer en flex office avec un taux de foisonnement relativement élevé pour... Il y a des critiques, vous avez vu, on a fait une émission sur le flex office, certains disent, attendez, le côté je tire ma petite tablette informelle, il reste encore les croûtes, les grains de riz qui traînaillent de la veille. Enfin, non mais vous avez votre locker voilà, le locker mettre vos affaires. On a l'impression qu'on est à la piscine, quoi. Oui, c'est vrai, mais pour répondre au point de tout à l'heure sur quel est l'intérêt à revenir au travail, en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est de réduire le nombre de postes de travail, puisque par définition, on ne sera pas tout le temps en même temps simultanément sur place. En revanche, les mètres carrés qu'on a dégagés, c'est pas pour faire des économies, ce ne sont pas des aspects financiers, c'est vraiment pour les redéployer sur des espaces collectifs, soit des espaces de travail, création, innovation, etc. Mais qui manquent souvent dans les entreprises. Voilà, ou espaces de convivialité pour que les gens partagent en fait des choses ensemble. Parce que si c'est pour venir au travail et se tanker dans un coin et faire comme on fait chez soi, ça n'a aucun intérêt. Donc effectivement, ça rejoint votre point sur pourquoi revenir au bureau. Et puis garder, excusez-moi, l'esprit de marque. Non, je suis chez Rémi Cointreau. Enfin, faut que c'est le sentiment d'appartenance, le lien social, tout ça, pour nous, c'est essentiel. Et l'échange est créatif aussi. Patricia Wenning, vous avez coupé la parole. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que disait Maître tout à l'heure. Aujourd'hui, on a les lieux de travail. On se dit, la question n'est pas est celle du lieu, mais la question du temps va nous rattraper, si je puis dire, à un moment ou à un autre. Et il faudrait, avant même que nos législateurs ne se penchent sur la question, qu'on comprenne en entreprise, dans les entreprises, que le temps de présence n'est pas synonyme de temps de performance. Et ça, c'est fondamental. Il faudrait qu'on comprenne. Et si on est honnête, travail, en fait, si on est honnête et qu'on regarde ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire, eh bien, c'est le cas. Le temps de présence n'était pas synonyme de temps de performance. Évidemment. Et c'était déjà le cas quand on travaillait dans les locaux de l'entreprise. Le présentéisme, on sait que c'est un de nos mots en entreprise. Donc on commence par penser ça, par revoir cela. C'est vrai que ça repense. Et peut-être après, le législateur va nous donner les moyens mais il y a quelque chose, et ça a à voir avec la confiance, avec l'autonomie qu'on accorde ou pas à nos salariés. Et pour aller plus loin, et l'envie de s'engager pour sa boite, se dire, je remonte les manches et j'y vais, quoi. Et si je peux me permettre juste une anecdote, mais je me souviens il y a quelques années, quand le télétravail n'était pas encore, je dirais aussi couramment déployé, je l'avais mis en place dans une autre organisation, et je me souviens très bien que certains managers me disaient, mais non, c'est pas possible, parce qu'en fait, si jamais mon collaborateur est chez lui le mercredi, il va embrasser les gamins, il va glander. Bien sûr. Il veut aller jouer au golf. Et moi, je lui répondais, mais en fait, s'il a le temps de faire le job et d'aller jouer au golf, tant mieux pour lui et tant mieux pour nous. Tout va bien. Ça, c'est un bel esprit. Je pense que tous les DRH ne parlent pas comme vous. Si j'ai lu quelques interviews, vous êtes quand même très progressiste, quand même, non ? Non, vous n'avez pas ce sentiment-là ? Dans la grande famille des DRH. C'est juste du bon sens, en fait. Et puis allier la qualité de vie au travail des collaborateurs et la performance économique. Et donc, on peut le faire. Donc là, c'est le fameux gagnant-gagnant. C'est-à-dire que tout le monde s'y retrouve et on a envie de donner pour sa boîte. Le droit va forcément évoluer. Vous me dites, c'est pas le temps de travail. Encore ce sera aussi. Ça fera, à mon avis, aussi le temps de travail. Il y a le lieu de travail. J'ai vu qu'aux États-Unis, on pouvait cumuler, vous l'avez vu comme moi, 2 emplois télétravaillables. Pas possible en France sur le plan juridique ? Non, en France, vous ne pouvez pas avoir des emplois qui, cumulés, vous conduisent à travailler davantage que la durée maximum Sauf si un emploi n'est pas déclaré. Après, vous pouvez... Oui, mais ça c'est illégal. Alors là, je ne suis plus compétent. Je ne suis plus compétent. Non, mais par contre, vous pouvez avoir plusieurs temps partiels, évidemment, télétravaillables. Et alors après, des temps partiels, quand on est cadre au forfait, c'est injouable. Compliqué. Il faut faire attention parce que ça se contrôle quand même aussi. Donc il faut quand même faire un petit peu attention à ça. L'avenir pour vous, c'est quoi ? Parce que vous êtes DRH, vous êtes un des membres de l'ANDRH, donc vous avez, vous aussi, au sein de ce club, des discussions, des échanges, de la prospective, de se dire comment on réinvente le travail dans 5 ans ? Parce que finalement, on en est là. On ne revient plus en arrière. Ça va être compliqué. Ça me paraît juste impossible et je pense qu'effectivement, le pli est pris pour du travail en mode hybride.
Et après, ce sera une question d'équilibre. Enfin, là, on parle de 3 jours, 2 jours, ce sera peut-être 4 jours, 1 jour ou l'inverse. Mais je pense que de toute façon, la mayonnaise a déjà pris et on ne reviendra pas dessus. Et vous l'avez souligné tout à l'heure, ce sont des vrais facteurs d'attractivité ou de rétention. Parce que maintenant, on a des collaborateurs, enfin des candidats qui nous disent comment ça se passe le télétravail. On en avait déjà avant. Et évidemment, ça accélère fortement puisque les gens sont soucieux de savoir s'ils pourront effectivement travailler plusieurs fois par semaine depuis chez eux. Donc c'est un vrai critère de choix de la part des candidats pour rejoindre une entreprise. Quand vous recrutez, ou dans les annonces de recrutement, parce que j'imagine que Rémi Cointreau continue toujours à recruter, on rajoute la ligne post-télétravaillable. Alors, on ne l'a pas mise, mais c'est une excellente suggestion que je vais transmettre au directeur des talents. Oui, parce qu'on le demande en tout cas, les candidats. En tout cas, les candidats, ils le demandent, ils demandent un entretien. C'est un petit peu comme il y a quelques années, les candidats qui vous demandaient combien de jours d'IRTT avez-vous. Oui. La suite, on l'a évoqué tout à l'heure, d'ailleurs, à travers la chronique de Fanny Griesmer sur des femmes qui ont subi des charges mentales, je pense aux familles monoparentales. Un couple sur 2 divorce à Paris, on se retrouve à la fois à gérer les enfants, le travail, charge mentale, difficultés psychologiques. Est-ce qu'il faut mettre un peu plus le paquet encore sur le bien-être au travail, l'accompagnement des collaborateurs sur le plan psychologique? Parce que ça, c'est l'envers du décor. C'est-à-dire qu'il y a un côté très sympa, on est chez soi, on est bien, on trouve son environnement. Et puis, il y a quand même eu des gens, des personnes, des femmes notamment, qui ont trouvé quand même à la fois le temps long ou parfois les journées trop courtes parce qu'elles avaient 1000 choses à faire. Mais ceci va être incontournable. On ne peut pas, après ce qu'on a vécu, dire toutes les entreprises désormais, selon moi, doivent avoir pour objectif la performance, la rentabilité, très bien, mais aussi l'épanouissement et le bien-être des collaborateurs. C'est essentiel. Il y a un autre enseignement, c'est que quand on parle de santé, c'est santé au travail, c'est santé en télétravail. Et quand on parle de santé, c'est la santé physique, mais c'est aussi la santé mentale. Et on découvre, c'est un des enseignements aussi, de nombreux enseignements de cette crise, eh bien qu'on a énormément de choses, on va dire, pour être positif, on a des pistes d'amélioration à ce niveau-là. Oui, on a un vaste chantier et très intéressant à faire. Question naïve, Thierry Meillat, et je la pose aussi au DRH qui est à mes côtés, mais est-ce que le salarié n'est pas en train de prendre le pouvoir avec ce débat du télétravail? Non, mais moi je dis ça comme ça, c'est pour ça que certains cadres ou managers disent tout le monde rentre, je veux les avoir à ma main, c'est moi qui ai le pouvoir. Enfin, il y a quand même ça derrière. Attention quand même, le droit du travail n'a pas changé, c'est-à-dire que le contrat de travail est défini par le lien de subordination. On est d'accord. C'est-à-dire l'employeur, c'est celui qui donne des instructions. Alors, c'est en train de changer, d'évoluer, peut-être. Mais ça évolue parce Non, que... mais c'est surtout qu'il y a peut-être même une remise en cause du salariat plus profondément. Mais oui, c'est-à-dire là encore, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le salariat? Mais je vous le dis, attention, surtout à nos amis téléspectateurs salariés, l'employeur reste celui qui a la main. C'est quand même encore lui qui a la main. Oui, mais après, il y a plein d'aménagements. d'aménagements. Mais... Le DRH, il a sa perle rare en face de lui, celui qui recrute les talents. Mais le talent en face, il a oublié de lui expliquer qu'il y avait du télétravail. Le talent ne viendra pas. Donc on est d'accord que c'est celui qui est recruté qui a la main. Ça aussi, un salarié vous dit, écoutez, moi, je ne m'y retrouve pas dans votre proposition parce qu'il n'y a pas de télétravail. Il partira. Donc c'est quand même... Ça change le rapport de force, non ? Je ne sais pas si ça change le rapport de force, mais en tout cas, ça peut changer l'engagement, en fait. Ouais. Et en fait, nous, entreprises, qu'est-ce qu'on cherche? C'est l'engagement des collaborateurs. Donc, évidemment, il faut qu'on mette à disposition des candidats ou des collaborateurs déjà dans l'entreprise tout ce qui permet de s'épanouir et de s'engager, en fait. Donc, tout ça, ça en fait partie, évidemment. Le télétravail, les rémunérations différées, éventuellement de la retraite supplémentaire ou complémentaire. Enfin, il y a plein de dispositifs qui font que les collaborateurs se sentent bien dans une organisation, ont envie d'y rester, ont envie de s'engager pour elle. Et en fait, c'est ça qu'on recherche. D'où aussi les mesures d'engagement régulières qu'on peut faire pour essayer d'améliorer et se dire, finalement... La rétention, quoi. Il faut garder les collaborateurs. Exactement. Donc, il faut qu'on ait une capacité de développement, qu'on puisse faire évoluer les collaborateurs, etc. Donc, tout ça, ça fait partie du package global qu'on peut proposer à un candidat et qu'il va regarder attentivement et finalement décider de prendre ou de ne pas prendre. Donc vous répondez implicitement à ma question sur le fait que petit à petit, le salarié a pris l'étoffe. C'était déjà le cas. Je veux dire, il y a quand même aussi une guerre des talents. Ouais. Si j'aime pas tellement le terme, mais il y a quand même une pénurie sur certains postes ou des métiers en tension. Et donc, à un moment, il faut bien... on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. On est d'accord. Patricia Wendling. Moi, je dirais que c'est pas un rapport de force. Il ne prend pas le pouvoir. La relation s'équilibre, enfin. Voilà. Et il devient véritablement un partenaire. Et ça, c'est ça le vrai. Ce qui change justement le rapport au droit. Oui, alors le rapport au droit, c'est qu'à mon avis aussi, si ce droit évolue vers plus d'égalitarisme,
on aura aussi plus de flexibilité de part et d'autre. Je pense qu'il faut aussi réfléchir à cette évolution. Et le droit du travail a été inventé pour protéger le salarié qui était dans une situation juridique de faiblesse vis-à-vis de l'employeur. À partir du moment... L'histoire du 19e et du début 20e. Et voilà. Et non, mais le licenciement, les règles en matière de licenciement datent de 73. Avant, c'était très facile de licencier quelqu'un. Et je pense, moi, qu'à partir du moment où on fait évoluer le salariat, la notion de salariat, la relation entre les salariés et les employeurs, je fais un peu de prospective, mais nécessairement, ça nous conduit vers plus de flexibilité dans le droit du travail. Et je pense que c'est vers ça qu'on va, mais ça va naître dans les entreprises, que vous disiez tout à l'heure, je rebondis. Tout ça, la définition du lieu de travail, du temps de travail, la relation juridique entre l'employeur et le salarié, le contrat de travail, même comment on va le définir, tout ça va évoluer, mais ça va venir des entreprises d'abord. Notre débat va loin et on continuera à le poursuivre sur le plan philosophique et intellectuel, mais c'est aussi une des régulations de notre modèle social. Si le salarié perd ce statut de salarié avec toutes ses cotisations, il faut réinventer tout notre modèle, puisque notre modèle est basé quand même sur le salariat. C'est une réflexion que vous avez où vous dites on est encore dans une réflexion de rétention de nos cadres, rétention de nos talents, on les rémunère à hauteur de leur qualité. Vous n'êtes pas encore dans cette prospective-là. Non, on est encore dans le schéma un peu classique et à essayer de trouver les adaptations nécessaires en fonction des nouvelles organisations du travail. Mais c'est vrai qu'on est encore, je dirais, non pas dans l'ancien monde, mais on est encore dans l'ancien schéma. Ouais. Dans le schéma traditionnel du salariat et de la relation à l'entreprise. Ça vous évoque quelque chose, ça, cette prospective? Parce que ça dérégule tout, en fait, ce télétravail. Moi, je dis, dans la majorité des cas, quand on tourne le dos au salariat, c'est parce qu'il y a une déception. Donc ce n'est pas... Il y a des personnes pour lesquelles il y a une forte appétence pour autre chose que le salariat, mais dans la majorité des cas, quand ça se passe bien, quand on est dans une relation gagnant-gagnant, quand on est respecté, quand on a la confiance, l'autonomie qu'il faut, on reste, on trouve son bonheur là, on le construit et on grandit avec son entreprise. Donc quand on commence à dire au revoir au salariat, c'est qu'on n'a pas trouvé tout ce qu'on nous a promis. Ou que l'entreprise, effectivement, n'a pas répondu. Donc le Code du travail qui était là pour protéger, c'est vrai, mais à quel moment est-ce qu'on parle de cette confiance qu'on n'accorde pas ? Je ne connais pas un article du Code du travail qui vient sanctionner l'employeur pour ça. Oui, c'est assez invisible. À quel moment est-ce qu'on parle d'une reconnaissance, et je ne parle pas de la reconnaissance financière, simplement du bravo, du merci, dont les gens sont si friands, ont tant besoin. Et ça c'est coûte pas aussi cher, tout cela. Et on n'a pas forcément besoin de dire au revoir au salariat, on n'a pas forcément besoin de revoir notre Code du travail qui est plutôt bien fait. On a sûrement à le faire évoluer, mais ce n'est pas le sujet. Donc ne passons pas d'un extrême à un autre, ne fuyons pas ce qui nous semble l'obscurité pour la lumière. On va se retrouver dans un éblouissement et ce n'est pas forcément... Donc c'est encore une fois l'équilibre, le juste milieu et ça, il faut entendre. Exactement. Vous êtes d'accord au mot de la fin? Parce que c'est réapprivoiser les salariés en étant dans la bienveillance, dans l'écoute. C'est une de vos philosophies d'ailleurs. Oui, la bienveillance pour nous est vraiment essentielle et la confiance. Enfin, vous avez beaucoup parlé de confiance et je pense que c'est tout à fait essentiel. On est vraiment dans une relation de confiance et le télétravail l'a démontré. Moi, j'ai des managers qui, même avant le premier confinement, étaient sceptiques par rapport au télétravail pour leurs collaborateurs, ne parlons même pas d'eux-mêmes. Ils n'envisageaient pas une seconde de faire du télétravail. Et j'en ai certains qui, après, m'ont dit, ça a très bien marché avec mon équipe. Et moi-même, c'était super. Donc, je vais faire du télétravail. Yeah. Voilà. Moi-même, j'ai trouvé un équilibre de vie parce que je peux aussi marcher une vingtaine de minutes, faire un tout petit peu de sport pour me sentir bien. Plus de temps avec ma famille. Et ma famille, évidemment. C'était un plaisir de partager ce débat. On va le poursuivre parce que ça ouvre une multitude de portes et de réflexions très profondes sur la relation au travail et la relation que l'on a avec son entreprise. Merci Patricia Wendling, DRH Human Factor et auteur de ce livre Télétravail, mode d'emploi. Je n'ai pas cité votre éditeur. Éditeur indépendant. Indépendant. Ce n'est définitivement pas une mode, mais un mode de travail. Un mode de travail. Merci à vous, Marc-Henri Bernard, DRH de Rémy Cointreau. Exemplaire, a dit Patricia Wendling. En tout cas, vous portez dans votre discours quelque chose. Ça vous fait rire, ça vous fait sourire, mais n'empêche que vous avez un discours effectivement très, très fort, très positif à l'égard de vos collaborateurs. Et puis, maître Thierry Meillat, merci d'être venu sur notre plateau, associé au cabinet Hogan Lovelsa. C'est presque fini, mais pas encore. Fenêtre sur l'emploi. Vous savez, on a connu tous les salons en présentiel, parfois un peu fatigants. On repart avec des bardées de documents. Mais c'est fini. Maintenant, c'est des salons virtuels. On en parle.
Fenêtre sur l'emploi, j'évoquais ces salons en présentiel. On en a tous fait des salons en présentiel avec des stands, c'est physique, on prend des documents et puis on les met dans une sacoche. C'est fini ou presque. D'abord le Covid a fermé et a évidemment réduit cette part de l'événementiel présentiel et on a basculé sur des salons en virtuel. Paul Casarino, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous étiez venu au tout début de l'émission Smart Job, il y a un peu plus d'1 an. Vous êtes CEO et cofondateur de C-Cube et très récemment, vous appartenez maintenant au groupe Hellowork, plus grosse entreprise. Déjà, ça change quand même, non ça... Beaucoup de choses. Sur c'est votre bébé que vous confiez, qui grandit. Exactement, et à qui on fait vivre une belle transition. Racontez-moi cette idée d'abord, l'origine de l'idée, parce que le Covid, je pense, a accéléré forcément ce que vous aviez en tête. Fini les salons présentiels, salons virtuels. Comment c'est venu ? L'idée était assez simple à la base. On s'est rendu compte qu'il y avait finalement très peu d'entreprises qui avaient les moyens de venir physiquement sur l'ensemble des campus de France, avec, comme vous le disiez, kakémono, sac, goodies à l'appui pour revenir présenter sa boîte. Et donc on s'est dit comment est-ce qu'on va pouvoir donner les moyens à des PME, des ETI, mais aussi des grands groupes qui vont souvent dans les mêmes écoles et universités, la possibilité d'ouvrir un peu le champ des possibles. Et en ça, le digital a ce côté extrêmement positif. Deuxième volet, c'est que de plus en plus de jeunes sont plus physiquement au même endroit, sur le même campus. Ils sont en échange à l'étranger, en alternance, en césure. Donc avant même le coronavirus qui a évidemment rendu impossible le présentiel, cette difficulté de se réunir au même endroit au même moment, elle existait déjà depuis plusieurs années. Accélération liée au Covid. Certains ont été très tristes à l'arrivée. J'imagine que, comme tout Français, vous avez été inquiet. Mais par rapport à votre business, vous vous êtes dit, mais ça va accélérer forcément ce processus. Oui ou non ? Alors, au tout départ, non. Parce qu'au départ, c'est quand même notre cœur de métier, c'est le recrutement. Donc, quand les activités business sont un peu à zéro, en tout cas dans beaucoup d'industries... Ça baisse automatiquement. Exactement. Et assez rapidement, en effet, on est devenu un peu une valeur refuge pour toutes les entreprises qui recrutaient, qui n'avaient plus l'occasion d'aller rencontrer les jeunes comme elles le faisaient traditionnellement. Et c'est devenu un énorme accélérateur d'usage. Pour vous donner un chiffre, on est passé d'une centaine d'événements en 2019 à quasiment 300 l'année dernière, et on va en faire plus de 550 cette année. Est-ce qu'on peut résumer ça, vos événements, en job dating ? Exactement. C'est ça, c'est du job dating. Hein. Exactement. Une journée, plusieurs jours, sur lesquels il y a des entretiens qui se font en one-to-one, en visioconférence, ou avec plusieurs candidats autour d'une thématique. Voilà. D'où l'idée de pouvoir s'implémenter sur des campus, des écoles. Et évidemment, la logistique n'est pas la même. Hein. Il faut avoir un bon réseau numérique. Et puis ensuite, les étudiants rencontrent leurs futurs recruteurs en visio. Complètement. Quel premier rendez-vous, en fait ? C'est exactement le pré-rendez-vous. Cette facilité, ce premier contact. Et puis derrière, évidemment, si les entreprises veulent continuer le process et le candidat en présentiel, évidemment, l'idée, c'est que ça puisse se faire après en présentiel. L'idée, c'est pas de tout digitaliser de A à Z. Alors là, vous êtes venu sur notre plateau parce que c'est la rentrée. C'est déjà la rentrée pour les lycéens, pour les écoles. Puis la fac, ça va démarrer dans quelques semaines. Vous prévoyez quoi là pour cette rentrée avec C-Cube ? Alors nous, beaucoup de choses. On dit encore C-Cube, vous gardez votre nom ? Alors on a rejoint le groupe Hellowork, comme vous disiez, en février. Mais vous avez perdu votre nom ? Non, pour l'instant, on l'a gardé. Bon, mais c'est important. On l'a gardé parce qu'on a apporté au groupe Hellowork cette spécialisation sur la population justement étudiante. En gros, quand on a la rentrée académique, on est à cheval entre trois populations. On a la fin des campagnes d'alternance, qui notamment a été pas mal boostée par le dispositif mis en place par l'État, qui d'ailleurs a un jeune, une solution. Un jeune, une solution qui va perdurer jusqu'en juin 2022. C'était l'annonce des derniers jours. On en parlait hier, puisqu'ils sont un jeune, une solution et partenaires de notre émission. Ok, super. Donc ça a dû effectivement accélérer sérieusement. Ça accélère et donc on se retrouve dans un contexte où il y a encore des entreprises qui ont encore pas mal d'offres d'alternance à pourvoir. Donc on est sur septembre-octobre, une fin de campagne d'alternance. On rentre sur le début des campagnes de stage de fin d'études, des candidats qui rentrent actuellement en dernière année, mais qui dès octobre-novembre vont préparer leur stage pour janvier-février. Et on est en plein dans les jeunes diplômés qui sortent de leur alternance ou de leur stage de fin d'études et qui rentrent sur le marché. Donc, j'allais dire, c'est quoi ? On est au très fort de l'activité pour vous là ? Ça va début octobre. Le mois d'octobre est le plus gros mois quasiment de l'année calendaire. Combien de job dating ou d'événementiels virtuels ? On va être entre 60 et 80 sur un mois. Donc ça fait, vous voyez... plus de 3-4 par jour, quoi, à peu près. 4 par jour, ça veut dire que toutes les équipes C-Cube et Hellowork sont sur le pont, là, enfin en tout cas une partie, pour pouvoir être là. Ça demande quand même pas mal de logistique, malgré tout. Ça demande des ressources techniques qui fait qu'on les adapte en fonction du trafic qu'il y a, donc là, de manière assez consistante. Ça demandait surtout un travail préparatoire avant l'été, et puis là, à la rentrée, pour que tout ça se déroule bien. Non, et puis maintenant, on commence à avoir
avoir l'expérience. Donc on n'est pas du tout inquiet, au contraire, c'est assez excitant. Vous avez déjà des retours, parce que vous avez déjà un retour d'expérience. Il y a eu cette job dating en virtuel. Tout le monde est content. J'imagine que les étudiants sont contents parce que c'est un pré-rendez-vous qui peut faire décrocher un job. Après, on se voit, j'imagine, en physique. Qu'est-ce que vous disent les campus? Ça leur va aussi, peut-être? Je pense que c'est pareil pour tout. Là, on sort d'un trop-plein de full digital pendant 1 an et demi, donc on commence à avoir un petit peu les limites. Ouais. Voilà, les limites, c'est tout cet intuitif personnel qu'on a avec de la gestuelle, du paraverbal qu'on n'a pas à travers un écran. Maintenant, ce qui est assez séduisant pour nous, c'est de travailler sur des formats hybrides. Alors malheureusement, le contexte sanitaire fait qu'on ne sait pas si on va pouvoir tout de suite, là, dans les semaines à venir, revenir vraiment en présentiel comme avant. Mais en tout cas, l'idée vraiment, c'est de garder les forces du présentiel, ce contact, cet intuitif personnel, tout en gardant l'efficacité qu'a permis le digital. Mais comment on fait là pour faire un mix? Et c'est tout l'enjeu de notre technologie aujourd'hui, c'est qu'on prépare des rencontres qui vont avoir lieu en présentiel pour des événements qui peuvent se dérouler en présentiel, et on garde un volet digital pour toutes celles et ceux qui ne peuvent pas être là ou qui ne souhaitent pas être là, parce qu'il y a encore des entreprises qui, pour des raisons politiques d'entreprise, ne souhaitent pas se déplacer. C'est vrai. Et donc ça permet comme ça d'adresser tous les publics. Voilà. Les jeunes cherchent quoi là? Parce que vous avez aussi un tableau de bord du ressenti de cette jeunesse qui se connecte grâce à vous, grâce à C-Cube et Hello Work. Ils cherchent quoi les jeunes là? Ils vont vers quoi là? Alors moi j'ai toujours un peu de mal, désolé Arnaud, les jeunes, la notion de jeunes. Mais je sais bien. Parce qu'elle est trop large. Elle est large, et puis surtout face au marché du travail, entre ceux qui sont diplômés, qualifiés et ceux qui ne le sont pas. Nous, grosso modo, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas côté entreprise, et ce que ça crée chez les jeunes, c'est que les secteurs et les métiers qui étaient déjà en tension se sont encore accentués. L'informatique, la grande distribution, la grande consommation, en termes de métiers, les métiers de commerciaux, les métiers de développeurs, etc. Donc ce que ça crée, c'est que les candidats qui sont sur ces métiers-là sont encore plus qu'auparavant dans des situations de rapport de force plutôt positifs, où ils vont avoir plutôt plus d'offres. Ils ont l'avantage là. Ils ont l'avantage. Ouais. Ils ont l'avantage, donc ils vont être encore plus exigeants sur la qualité d'émission, sur la rémunération. Je vous entendais parler de télétravail, sur justement des nouvelles tendances qui vont être importantes dans leur environnement. Et puis il y a tous les autres qui, mine de rien, sont eux plutôt dans un rapport compliqué au marché. Trop de monde et pas assez de postes. Exactement, c'est toujours le problème d'asymétrie qu'on peut avoir sur ces marchés comme ça. Et là, nous on voit 2 types de candidats. Il y a ceux qui restent à la recherche et à la poursuite de leurs rêves et des métiers qui vont les épanouir. Ils vont probablement devoir être un peu patients, être très persévérants, rien lâcher. Donc on les conseille, nous, de vraiment être multicanal, contacter les entreprises sur C-Cube, mais aussi sur LinkedIn, sur des job boards, etc. Et puis il y a celles et ceux qui se disent, bon, il y a une réalité économique actuelle, on va... je me mets là où il y a du boulot. Et on reprendra peut-être dans 2 ans, dans 3 ans... Il y a les pragmatiques, quoi. Voilà, ils ont envie de devenir salariés, parce que ça prolonge tout à fait le débat qu'on a eu tout à l'heure. J'évoquais l'idée que ça pouvait être la fin du salariat, qu'on était dans un rapport un peu différent. Est-ce que les jeunes, alors certaines catégories, je ne veux pas globaliser, mais est-ce qu'ils ont un rapport un peu distancié à l'égard de devenir chef ou responsable Quel rapport ils ont justement à l'égard de ce salariat? Alors, je ne sais pas si la notion de salariat est autant intellectualisée que ça chez un jeune qui ne connaît pas justement ce statut. Oui, c'est pas grand-chose. On ne sait pas, à part, il y a quand même le Graal du CDI en France, qui est associé à pas mal de choses. Ça, c'est important. CDI, oui, bien sûr. Donc, non, moi, je pense que ce qu'il y a d'important, ça va être vraiment toute la culture de la boîte et ce qu'elle raconte. Donc, vous parliez tout à l'heure de lien de subordination. Et les entreprises, on peut être salarié et sentir une liberté et une horizontalité dans la façon de pouvoir travailler qui fait qu'on... Absolument. Voilà. Donc, je pense que c'est surtout ça qui va être challengé. Mais encore une fois... Il y a le jeune qui va aller en entretien, qui sait qu'il a potentiellement 7 autres offres qui vont lui être proposées et qui là va pouvoir rentrer dans ce niveau-là de détail et de granularité. Puis il y a l'autre jeune qui, si déjà on lui fait une proposition... Il est content. Voilà. Ouais, c'est ça. Et en fonction des secteurs que vous évoquiez tout à l'heure, parce que c'est vrai que certains sont bien lotis, un peu riches d'ailleurs en offres, et puis certains sont très très pauvres. Merci Paul Casarino de venir à la fois nous parler de ce que vous faites, de C-Cube et d'Hello Work, puisque maintenant c'est une nouvelle aventure qui démarre pour vous évidemment, pour votre entreprise et pour vous, parce que c'est votre bébé qui devient pas un jeune adulte, mais un enfant, un adolescent. Voilà, on va vers l'adolescence. Et puis aussi sur le choix des jeunes. Merci de nous avoir rendu visite. C'était un vrai plaisir. C'est la fin de notre émission. On se retrouve évidemment demain pour le débat d'actualité. Merci à Fanny Griesmer, merci à Margot Ruot, merci à Romain pour la réalisation, merci à Guillaume pour le son aujourd'hui et merci à vous qui nous regardez. Merci pour votre fidélité et toutes vos réactions. Je serai là demain, si tout va bien, mais tout ira très bien. Bye bye.